Alors oui, c'est fascinant d'étudier la psychopathologie et notamment la psychopathologie d'une époque, c'est-à-dire la deuxième moitié du 19e siècle. Mhm. Parfois, on a un peu la nostalgie de cette époque, même si moi j'ai pas vécu à cette D'accord. époque-là. Mais c'est super parce que les psychiatres à ces moments-là, ils étaient en train de classer, de décrire des syndromes. C'est-à-dire les Mhm. syndromes, c'est des ensembles logiques de plusieurs symptômes. Alors on s'est D'accord. dit voilà, si la personne a la fièvre et puis un tremblement, plus ça, plus ça, plus ça, donc ça donne tel syndrome. Ça D'accord. va à peu près logiquement, ça peut aller ensemble. Alors là, il s'agit pas des symptômes physiques, où ils peuvent l'être en partie, mais c'est surtout des symptômes dits psychiques, ou Mhm. presque, parce qu'on est dans une époque pré-analytique, donc à cette époque-là, on essaye de faire des ensembles logiques. Voilà un syndrome. Donc au départ, le syndrome de Cotard, il ne s'appelle pas comme ça. Mais D'accord. c'est Jules Cotard qui observe ça avec ses patients, surtout des patientes, des femmes. Et, euh, et c'est en fait, c'est un peu plus tard, vers la fin du 19e siècle, que lors d'un super colloque, un colloque classique sur ces questions, le syndrome a pris par un psychiatre qui s'appelle Régis le nom de Cotard, parce que c'est Cotard qui l'avait présenté. Alors, Ok. chez lui, chez Jules Cotard, il s'appelle syndrome des négations. C'est pas syndrome, délire des négations. Délire de négation. Délire des négations. De la même façon comme on peut délirer, c'est-à-dire on peut croire que on nous espionne, qu'il y a Mhm. des caméras partout, qu'on nous enregistre, que bon. Et il peut y avoir des caméras, mais une autre chose, c'est de penser qu'il y a des caméras là où il n'y a pas. Ou que c'est vis-à-vis de nous, personnellement. Et là, c'est un délire de persécution, n'est-ce pas? Et Mhm. bien là, lui, il découvre autre chose, c'est qu'il y a des gens qui peuvent nier, non pas simplement nier l'existence de telle ou telle chose, où on peut se demander si l'être humain existe ou si Dieu existe ou n'existe pas, ça c'est autre chose. C'est nier des organes de son propre corps. D'accord. Voilà. C'est ça, en fait, c'est la négation hypochondriaque et délirante de son propre corps, de sa propre vie, en fait. C'est donc une hypochondrie délirante, D'accord. parce que ça touche le corps de la personne, les organes vitaux de la personne. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans un rein, ça c'est possible, mais on Mhm. ne peut pas vivre sans rein du tout. D'accord. On ne peut pas vivre sans cœur. On peut avoir un cœur artificiel éventuellement aujourd'hui, Mhm. mais on peut pas vivre sans cœur, c'est impossible. Mais on peut sentir que son propre corps est en train de pourrir, ou son propre corps n'existe plus, ou qu'on n'a plus de cerveau, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est bien sûr tout ça dans un contexte un peu anxio-dépressif, ok, très bien, mais c'est surtout la question de la négation des organes vitaux du corps et des hallucinations parfois négatives. Mhm. C'est-à-dire qu'on va vers le miroir et en face du miroir, on ne voit plus sa propre image. Comme si on avait gommé, vous voyez, Mhm. comme si, à l'époque soviétique, hein, on faisait des photos où on mettait quelqu'un on supprimait plutôt, on gommait quelqu'un qui ne nous plaisait pas, hein, Mhm. un dirigeant soviétique qu'on voulait supprimer, les soviétiques ils supprimaient la photo de cette personne. Ouais. Ça n'existait pas, comme si la personne n'était pas dans la photo, quoi. À l'inverse, aujourd'hui, on peut coller une personne dans une photo. Et bon, mais là, c'est supprimer quelqu'un. Voilà, ou ne pas ou par exemple considérer que les personnes avec qui on discute sont mortes en fait. D'accord. Ça, c'est possible aussi. Et troisième élément, donc ça, ce sont des troubles de la vision mentale, Mhm. non pas du côté visuel, parce que je peux avoir des troubles visuels parce que j'ai besoin des lunettes, hein, Mhm. et ça c'est ok, ou parce qu'on a pris des drogues, ou parce qu'on a pris de l'alcool, et que donc on voit flou, on voit pas bien.
Bon, mais c'est pas ça le problème. C'est pas un problème de vue, c'est un problème de regard en fait. Et le regard n'est pas la vue, hein, parce qu'on peut être aveugle et avoir un regard. Le regard, comme disait Merleau-Ponty, le regard pur, il est derrière l'œil. Hein, c'est un côté invisible. Mais ce regard-là, il est important pour l'être humain. Donc il y a ça aussi, donc cette trouble du regard, disons, entendu dans ce sens-là. Et puis un délire d'énormité. Oui. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de la mégalomanie. Dans la mégalomanie, la personne, elle peut penser que et s'est construit une histoire de vie où elle est richissime, ou a un grand pouvoir, où on procède des princes inconnus, etc. Ce n'est pas un délire de mégalomaniaque, c'est un délire d'énormité. Donc ce n'est pas que je me considère plus que les autres, ce n'est pas du tout ça. C'est la mégalomanie ou la paraphrénie. La paraphrénie, c'est si on me persécute, c'est parce que bon, je suis intéressant, hein. Ça, c'est la position, disons, évolutive de la paranoïa. Si on me persécute tellement, si on me déteste tellement, c'est parce que je suis bien, je suis beau, je suis intelligent. Là, non, c'est pas ça. C'est les délires d'énormité. C'est que mon corps est trop grand. Mon corps, il occupe, c'est comme un mammouth, c'est comme un éléphant. Il est énorme et probablement sans trou, sans anus, sans yeux, sans bouche. Bon. Et quatrième élément, donc là nous avons ces trois éléments-là, cette hypocondrie délirante sous les négations des organes vitaux, les troubles du regard entendu dans ce sens qu'on a dit, et les délires d'énormité, c'est-à-dire que le corps prend une place énorme, donc parfois on peut devenir obèse aussi, à cause de ça, des problèmes de constipation, des problèmes de boulimie, mais à un niveau extraordinaire. Et quatrième élément, un délire d'immortalité. D'accord. Alors, il ne s'agit pas de questions comme dans les transhumanismes aujourd'hui, dont on parle des morts de la mort, etc. C'est pas ça. C'est que la personne, elle se considère, il y a un problème là entre négation et affirmation en même temps de la mort, c'est-à-dire que je vis dans la vie presque déjà comme un mort, et en même temps, donc, je ne peux jamais mourir. D'accord. Et donc, c'est horrible. Parce que la personne, elle est immortelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on est immortel et qu'on souffre? Ce qu'on va souffrir en éternité. Et c'est là où il y a un risque de suicide. C'est parce que la personne, elle ne supporte plus de vivre comme ça. Voilà les quatre éléments principaux. Et tout ça, évidemment, quand on fait la psychiatrie classique, elle organise les syndromes de cette façon, c'est une construction que le psychiatre ou que le psychologue ou que le psychanalyste aujourd'hui peut faire. Mais disons que c'est quelque chose, une forme, c'est un formalisme, c'est une élaboration formelle qu'on fait à partir de ce qu'on observe dans la réalité. Et d'ailleurs, ce que nous observons dans la réalité, elle est aussi mélangé avec notre propre subjectivité. Donc c'est très théorique tout ça. Et bon, est-ce qu'on peut trouver tous ces éléments symptomatiques en même temps ou en des temps différents? Là, ça dépend de chaque cas, de chaque histoire, de chaque sujet, parce que tout ça, ça a des sources, oui, parce qu'il ne vit pas tout à fait normalement. Ça, la personne, elle parle, mais elle peut dire, par exemple, j'avais une patiente qui me disait, et moi, je n'ai pas de cerveau, et donc elle n'avait pas de cerveau, pas d'estomac, elle ne s'était jamais mariée, elle me disait, je suis rien. Donc, à l'avenir, il faudrait que vous m'appeliez Madame Rien. Et Madame Rien. Et elle n'était rien. Ce n'est pas qu'elle n'avait rien, parce qu'on peut perdre les choses dans la vie, on peut perdre. Et donc, on peut ne pas avoir quelque chose, on peut avoir rien. Mais là, ce n'est pas d'avoir, c'est qu'elle était rien. Et elle parlait. Alors elle me disait, je ne peux pas parler parce que je n'ai pas de cerveau. Et l'organe de la parole, c'est le cerveau, j'en suis sûr, disait-elle.
Et donc, mais elle me disait quand même ça. Mais c'est que, ce qu'elle voulait dire, c'est que il y a parler et parler. C'est que, en fait, si ces personnes, elles se considèrent comme ça, c'est parce qu'il doit y avoir des raisons qui touchent en partie à leur corps. Pour que ça s'applique sur les organes plutôt que sur autre chose, hein. Parce qu'on pourrait dire, voilà, j'ai souffert des choses et je peux considérer que je suis un extraterrestre. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça. C'est qu'ils se considèrent comme étant morts. Alors, ça touche leur propre corps, une négativité, disons, qui touche leur propre corps vital. Et une autre chose, c'est que si on se considère comme ça, c'est qu'il y a une autre source, c'est qu'il y a une source qui a à voir avec le récit de la vie, avec la trame de vie. Oui. De chaque personne. Parce qu'en fait, chacun de nous se construit comme ça, c'est-à-dire que nous avons tous une trame de notre vie. Nous nous racontons une histoire de notre vie. Forcément. Personne, aucun être humain ne peut vivre sans cette histoire permanente de la trame de notre vie. Oui. Et même avant de naître, nos parents ont déjà construit ça, cette trame de vie. Et même si elle n'est pas dite à l'enfant qui arrive, elle est quand même présentifiée, elle est agie dans la relation avec l'enfant. D'accord. C'est pas pareil d'être l'enfant ici dans cette maison et l'enfant chez les voisins. Même si on parle tous la même langue, même si on vit tous les mêmes événements historiques, sociaux, mais c'est que c'est pas pareil, et même parfois, c'est pas pareil de vivre, d'être moi ou d'être mon frère. Même si c'est mon frère jumeau, c'est pas pareil. Parce que chacun va construire son histoire de vie. Et donc, ces personnes-là, peut-être que probablement, il y a dans la trame des vies des négativités impressionnantes, des négativités très fortes.